Un essaim de drones artisanaux, chacun coûtant seulement 2 000 $ pourrait-il anéantir un convoi d'armes nord-coréen valant des dizaines de millions de dollars? 15 octobre 2025. La réponse s'est écrite en flammes et en fumée dans le ciel de Donetsk. Sur une plaine tranquille près de Novodonetsk, 62 camions nord-coréens s'étiraient entre un ruban d'acier long de près de 3 kilomètres. Sur chaque remorque reposaient des tonnes d'obus d'artillerie, de missiles de carburant et plus de 480 soldats armés. La valeur totale du convoi, 18 millions de dollars. Ils se dirigeaient vers le front russe, convaincus que la route était sécurisée. Pas de mines, pas de drones, pas d'embuscade. Les phares perçaient la nuit. Les véhicules blindés étaient espacés exactement de 100 mètres, suivant les normes tactiques, pour minimiser les pertes en cas d'attaque. Devant 4 véhicules de reconnaissance équipés de capteurs infrarouges, scrutaient un rayon de 2 kilomètres. Toutes les 30 secondes, un message radio retentissait, rien d'anormal. Mais en temps de guerre, le silence est toujours inquiétant. À 0h40, à 200 pieds d'altitude, un drone de reconnaissance ukrainien tournoyait en silence. Son châssis était fabriqué à partir de tubes de carbone et d'ailes en contreplaqué, mais l'œil électronique en dessous était une caméra infrarouge haute résolution qui retransmettait des images en direct au centre de commandement situé à Kremator, à 40 km de là. Sur l'écran du bunker, chaque camion nord-coréen était marqué numéroté et intégré dans une matrice d'attaque numérique. Un colonel ordonna calmement: cible poissonnante, priorité 1 camion de munitions, priorité 2 véhicules blindés d'escorte. À l'extérieur, 200 drones d'attaque improvisés attendaient l'ordre de lancement. Chacun était une combinaison étrange d'un moteur de tondeuse à gazon de tuyaux en PVC et d'un explosif puissant suspendu en dessous. Ils étaient bon marché rudimentaire, mais plus dangereux que n'importe quoi d'autre sur ce champ de bataille. Lorsque l'ordre fut donné, l'essaim d'acier fut libéré. Le crépuscule tombait sur 3 champs. Les premiers moteurs rugirent, puis des centaines d'hélices se joignirent pour créer le bourdonnement d'une tempête artificielle. En bas, le convoi continuait d'avancer totalement inconscient. Au début, le bruit ressemblait à celui d'insectes d'été, mais en un instant, le ciel trembla. Un cri jaillit d'un véhicule de reconnaissance contacte de nombreux drones en approche. Réflexe immédiat. Les mitrailleuses Gatling à 6 canons commencèrent à hurler, projetant des milliers de balles par minute. Des traçantes dessinaient des arcs lumineux dans le ciel noir. La première vague de drones, près de 70, fut abattue, leurs débris tombant comme une pluie sur les champs. Les soldats exultèrent, mais seulement un instant. Depuis l'horizon, 130 autres drones plongèrent. Ils volaient de manière imprévisible, zigzagant, descendant bas, montant, saturant les radars. Les tirs anti-aériens hurlèrent à nouveau, mais en vain. Plus de 100 drones percèrent le rideau de feu, rasant le sol zigzagant entre les camions comme un essaim de frelons métalliques. La première explosion retentit au cœur du convoi. Un camion transportant 15 obus de 122 mm explosa, produisant une boule de feu de plus de 50 mètres de haut, incinérant 2 jeeps à proximité. Alors que les munitions explosaient en réaction, en chaîne, une mer de flammes engloutit la chaussée. Un autre drone frappa un camion-citerne, projetant 9500 litres de diesel, transformant 300 mètres d'autoroute en un enfer. Personne n'eut le temps de se mettre à l'abri. Explosions, tirs et cris humains se mêlèrent en un seul chaos. Un véhicule mitrailleur abattit 12 drones avant que 3 autres ne le frappent, le réduisant en pièces. Le véhicule de tête fut détruit. Le convoi tout entier se retrouva piégé dans une mer de feu. En 6 minutes, 42 véhicules brûlaient et plus de 280 soldats nord-coréens étaient morts. Au-dessus, le drone de reconnaissance ukrainien enregistrait chaque explosion, chaque boule de feu, chaque épave en flammes et retransmettait en direct au centre de commandement. Lorsque les Gatlings furent à court de munitions, la deuxième vague frappa. Plus de 80 drones tournoyèrent en cherchant des failles dans le rideau antiaérien, plongeant sur les véhicules survivants. Un drone s'écrasa sur un camion lance-roquettes BM-21 Grad. L'explosion rasa une zone de 60 mètres. Un autre percuta un véhicule blindé, projetant sa tourelle à 10 mètres dans les airs. Des soldats furent projetés au loin, leur corps noircis par le feu. Les pertes dépassèrent 360 hommes, soit plus de 75% de la force d'escorte. Les blessés appelaient à l'aide par radio, mais personne ne répondait. Un petit groupe se rassembla autour des 2 derniers véhicules mitrailleurs, tentant de former un anneau défensif. Ils abattirent à 14 drones en 1 minute,
puis disparurent lorsque 40 nouveaux drones arrivèrent du tout, les engloutissant dans deux énormes boules de feu. Après le massacre de Novodevka, le champ de bataille de Donetsk resta enseveli sous la cendre et la poussière. Mais lorsque la fumée se dissipa, de nouvelles données et faits émergèrent, montrant qu'il ne s'agissait pas seulement d'une embuscade, mais d'un choc entre deux aires de guerre. D'un côté, les forces nord-coréennes et russes avec leur mécanisation lourde. De l'autre, l'Ukraine avec des drones improvisés bon marché flexibles, empreints de l'ingéniosité, de la créativité et de l'esprit combatif d'une partie plus faible, affrontant un empire d'acier. Sur le papier, l'équilibre des forces penchait entièrement en faveur de Moscou et Pyongyang. Le convoi détruit à Novodevka était l'une des plus grandes colonnes de ravitaillement de l'été 2025. 62 camions blindés chargés d'obus de roquettes de carburant et d'équipements militaires escortés par 480 soldats d'élite nord-coréens. La formation incluait des lance-roquettes multiples BM-21, grade des canons anti-aériens à double tube ZSU-23-2 et des dizaines de tonnes de munitions de 122 mm et 152 mm. Les théories suggéraient qu'un tel convoi pouvait résister à une embuscade d'infanterie ou même à une petite attaque de drone. Mais cette théorie s'effondra face à la réalité, car leur adversaire n'était pas un bataillon mécanisé, ni un escadron d'avions, mais un essaim de drones improvisés, les frêlons d'acier, OSA, chacun coûtant environ 900 $ assemblés dans des entrepôts, des ateliers de menuiserie et des sous-sols à travers l'Ukraine. Chaque drone était bricolé à partir de moteurs de tondeuses à gazon de fuselage en carbone d'aile en contreplaqué de caméras GoPro et de 10 kg d'explosifs C4 ou Info. L'ensemble de l'opération n'a coûté que 400 000 $ le prix d'un seul obus Excalibur, autrefois fourni par les États-Unis. Et avec cette somme modeste, l'Ukraine a orchestré l'un des massacres les plus asymétriques de l'histoire de la guerre moderne. En 14 minutes et 37 secondes, le convoi nord-coréen tout entier fut transformé en enfer. Les défenses anti-aériennes ZSU-23-2 ne purent réagir assez vite à la vitesse et à l'agilité de l'essaim de drones. Les BM-21 Grad, incapables de pointer leurs tubes, furent touchés et pulvérisés. Un corridor autoroutier de plus d'1 kilomètre devint une rivière de feu. Des barils de carburant de 900 litres brûlaient les munitions, explosaient en réaction en chaîne, et l'acier blindé fondait sous la chaleur des flammes et des explosifs. Au lever du soleil, les 62 véhicules n'étaient plus que des carcasses noircies, et les 480 soldats avaient disparu sans laisser de traces. Pas de prisonniers, pas de survivants. Le résultat fut confirmé par des images satellites. 100% du convoi détruit, toutes les armes et munitions réduites en cendres, tandis que l'Ukraine ne perdit que 143 drones, dont 57 revinrent intacts. Le ratio d'efficacité au combat atteignit un niveau presque inimaginable, 1 $ ukrainien pour 46 $ de pertes ennemies. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, mais une déclaration stratégique. L'ère des machines lourdes et coûteuses fonctionnant sur d'anciens modèles industriels était officiellement terminée. Au-dessus du ciel de Donetsk, la victoire n'appartenait plus aux plus forts, mais aux plus rapides, aux plus agiles, et à ceux qui savaient tirer le meilleur parti de ce qu'ils avaient. La véritable force de l'Ukraine ne résidait pas dans ses arsenaux, mais dans une nouvelle pensée tactique. Ils n'avaient pas besoin de F-16, de Patriots ou de HIMARS pour démontrer leur capacité. Ils avaient besoin de dispositifs bon marché et de la volonté de survivre. Les ingénieurs ukrainiens adoptèrent des tactiques de guerre en essaim, où chaque drone était programmé pour se comporter comme un véritable essaim. Les drones de tête servaient d'appât radar. Les drones intermédiaires identifiaient les cibles thermiques et les drones de queue frappaient en utilisant des coordonnées GPS partagées en temps réel. Leur système n'était pas parfait, mais il était assez intelligent pour submerger la rigidité de l'adversaire. Et lorsque 200 drones descendirent de 4 directions à la fois, aucun réseau de défense anti-aérienne sur Terre ne pouvait gérer un si grand nombre de cibles simultanées. Alors que la Corée du Nord suivait encore les doctrines de la guerre du 20e siècle, véhicules blindés, formations linéaires, puissance de feu concentrée, l'Ukraine était déjà entrée dans la guerre du 21e siècle où le logiciel importait plus que le matériel et la vitesse déterminait la survie. Alors que la nuit tombait sur les plaines calcinées, une voix retentit à travers la radio de l'unité de reconnaissance ukrainienne. « Rauque mais résolu, nous avons survécu. Nous avons gagné. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros.
Gloire à Dieu qui nous a protégés à travers la tempête d'acier. Le ciel redevint silencieux. Mais quelque part dans le vent, les frelons d'acier volaient encore comme une prière métallique s'élevant vers le ciel, proclamant que la lumière de la liberté ne s'était jamais éteinte et que la gloire appartiendrait pour toujours à l'Ukraine. Le 6 septembre 2025, alors que les cieux ukrainiens restaient sombres sous un épais brouillard, l'une des opérations les plus audacieuses du 21e siècle fut mise en branle. Dans un coin caché près de la ville d'Irak, 10 minuscules drones pesant à peine 5 livres, chacun était préparé pour une mission dont le sort de tout un continent pourrait dépendre. Leur cible, la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande installation nucléaire d'Europe, et un symbole de la domination énergétique de la Russie sur les territoires occupés. ZNPP n'était pas seulement une centrale électrique. C'était un otage politique de Moscou, une carte de dissuasion pour avertir l'Europe que toute action militaire imprudente pourrait déclencher une catastrophe nucléaire. Les Russes pensaient le site intouchable, mais dans l'ombre, un plan sophistiqué préparé pendant 3 mois prouvait le contraire. Construite à l'époque soviétique, ZNPP abritait 6 réacteurs VVOR-1000, chacun générant des milliers de mégawatts. C'était plus qu'un complexe énergétique, c'était une arme politique. En tenant ZNPP, la Russie contrôlait non seulement l'approvisionnement en énergie, mais brandissait aussi une bombe à retardement, une menace constante pesant sur tout le continent. Depuis la prise de la centrale en 2022, Moscou y avait stationné des milliers de soldats des systèmes S-400 des batteries Pantsir et un réseau de défense électronique Cascade pour la protéger. ZNPP était considéré comme une forteresse à $1 milliard, une cible que personne n'osait attaquer. Les Russes croyaient en ce mythe et leur complaisance ouvrit la porte à l'Ukraine. La 47e brigade de drones ukrainienne reçut une tâche impossible: percer ce mur de défense et détruire le centre de formation et de simulation de $50 millions, le cerveau de toute la centrale. Le plan fut élaboré avec plusieurs couches d'infiltration sous-marine. Au lieu de survoler un ciel couvert de radars, un véhicule sous-marin autonome Maritska transporterait les drones sous la rivière Dnipro invisibles aux radars et aux avions de reconnaissance Orlan-10. Pour neutraliser la grande menace, 2 missiles Neptune modifiés élimineraient un lanceur BM-30 à proximité, qui sinon pourrait déchaîner une pluie d'éclats capable d'anéantir les SAM de drones. Pour couper les filets, 5 opératives des forces spéciales ukrainiennes, qui vivaient secrètement depuis des semaines dans la zone occupée d'Enerhodar, utiliseraient des brouilleurs portatifs pour ouvrir une brèche dans les barrières anti-drones. Tactiques de diversion. 10 drones seraient lancés, dont 2 transportant des ogives factices volant haut pour tromper les S-400, tandis que les 8 autres drones réels glisseraient en rase-mottes sous les couches défensives. À 0 subcailloir, le Maritska fit surface à 5 km de la centrale. Le sas s'ouvrit et 10 drones s'élancèrent dans les airs. Presque immédiatement, le radar S-400 de $200 millions des Russes détecta 2 signaux brillants dans le ciel les leurs. L'opérateur russe Sergei lança 2 missiles de plusieurs millions de dollars détruisant les cibles en quelques secondes. Mais il n'avait aucune idée que les vrais drones s'étaient déjà glissés comme des fantômes. Avec leurs minuscules cadres en carbone et des signatures radar plus petites que celles de moineaux, les drones KH-7 pénétrèrent directement dans la zone aveugle du système de défense antiaérienne. Ils étaient pratiquement invisibles. Pendant ce temps, le réseau de guerre électronique Cascade 4 déversait un énorme brouillage sur le ciel. Mais les KH-7, fonctionnant avec des puces NVIDIA Jetson Nano, changeaient de fréquence des milliers de fois par seconde, tout en utilisant des caméras optiques pour faire correspondre le terrain aux cartes satellites. Sans GPS, ils pouvaient encore lire les panneaux routiers pour naviguer. Une technologie autrefois utilisée dans des projets de robotique étudiante était devenue une arme stratégique défiant un réseau de défense à $1 milliard. Les Russes ne restèrent pas inactifs. Les canons Panzer pivotèrent. Les hélicoptères Mi-28 tournaient au-dessus. En quelques secondes, 4 drones furent abattus, puis 5, puis 6. Les opérateurs ukrainiens à Irak retinrent leur souffle, le cœur battant, tandis qu'ils regardaient leur essaim être méthodiquement abattu. Mais un drone survécut. Exploitant le chaos, il plongea audacieusement dans la zone morte, où les artilleurs russes n'osaient pas tirer de peur de toucher les réacteurs. Sur l'écran, le pilote ukrainien vit la cible, une bouche d'aération au 3e étage du centre de formation, pas plus grande qu'une boîte à pizza.
Ses mains tremblaient légèrement, mais sa précision était chirurgicale. Le drone plongea. En un instant, il disparut des radars russes. Pour Sergei, à la console S-400, la cible avait disparu. Il soupira convaincu d'avoir gagné, mais en réalité, le coup fatal s'était glissé à l'intérieur. Le drone rampa à travers le conduit de ventilation étroit, naviguant grâce à un plan 3D stocké. Sur l'affichage de commandement ukrainien, la dernière image montrait des tuyaux métalliques sombres. Lorsqu'il atteignit la section abritant les serveurs et les systèmes électriques principaux, l'ogive explosa. Pas de boule de feu, pas d'explosion tonitruante, juste un jet de plasma perforant 25 cm de béton armé, vaporisant les racks de serveurs et coupant le réseau électrique. À l'extérieur seul, une fine volute de fumée s'échappait de l'aération. À l'intérieur, les lumières vacillèrent puis s'éteignirent. Le centre de formation de 50 millions de dollars était détruit à 80%. Les médias russes restèrent silencieux. Comment Mogli-il expliquer que leur forteresse imprenable avait été percée par un drone de 400 dollars? Des rapports internes admirent qu'il faudrait au moins 18 mois et 60 millions de dollars pour reconstruire. D'ici là, la Russie ne pourrait pas former de nouveaux ingénieurs pour exploiter les 6 réacteurs. En d'autres termes, l'Ukraine avait frappé le cœur tendre de la Russie. Contrôler la centrale sans pouvoir l'exploiter efficacement. C'était une frappe stratégique, un échec et mat sur l'échiquier énergétique. De nombreux analystes comparèrent l'opération à Pearl Harbor en 1941 lorsque qu'un coup surprise bouleversa l'équilibre. Mais la différence ici était frappante. Pas d'explosion massive, pas de navire en flammes, juste une fine traînée de fumée dans un silence mortel. Cela rappelait également Stuxnet en 2010 lorsque des logiciels malveillants invisibles détruisaient des centaines de centrifugeuses nucléaires iraniennes. Le thème commun, les faibles, utilisant une technologie intelligente pour neutraliser l'avantage absolu des forts. Au 21e siècle, la victoire n'appartient plus aux armées les plus grandes, ni aux forteresses les plus solides. La victoire appartient aux plans les plus astucieux, aux technologies les plus innovantes et au courage de ceux qui croient que le destin d'un continent peut reposer entre leurs mains. C'est l'héritage de la bataille de Zaporizhia. Lorsque des drones bon marché devinrent des armes stratégiques et qu'une petite nation prouva que l'intelligence pouvait briser l'emprise de fer d'une superpuissance. À mesure que l'histoire se répandait, le monde prit note. Les médias internationaux qualifièrent cela de preuve claire d'un changement dans la nature même de la guerre moderne. Ce n'est plus seulement une course aux armes gigantesques, mais un concours d'intelligence où de petites technologies astucieuses peuvent faire toute la différence. À travers l'Europe, l'événement déclencha des débats animés. Les citoyens exprimèrent leurs craintes quant à la fragilité de la sécurité nucléaire, tandis que les experts militaires soulignèrent la créativité derrière cette forme de guerre asymétrique. Aux États-Unis, les observateurs y virent un rappel que les guerres du 21e siècle seront façonnées par une pensée stratégique plutôt que par de simples stocks d'armes. Pendant ce temps, sur les forums internationaux, beaucoup se demandaient: est-ce un signe que les frontières de sécurité traditionnelles sont testées, ou est-ce une preuve que l'intelligence et l'ingéniosité peuvent modifier des équilibres de pouvoir autrefois jugés immuables? Ce n'était pas seulement une bataille. C'était un symbole montrant que la créativité humaine peut défier des murs autrefois jugés impénétrables. Une histoire non seulement pour les soldats et les stratèges, mais pour nous tous vivant dans une ère où de petites technologies peuvent changer de grands destins. Et maintenant, la question finale est pour vous, ceux qui regardent. Voyez-vous cela comme un triomphe brillant de l'intelligence et de l'innovation, ou comme un avertissement d'une nouvelle ère risquée? Partagez vos pensées dans les commentaires. Nous aimerions savoir ce que vous pensez. Une minute. Pensez. Une minute. Pensez. Une minute.